Bonjour, moi c'est Gabriel Fleury et il est l'heure de vous présenter mon TIPE. Attention, très gros programme. Mon sujet, c'est les freins à induction. J'avais le choix d'aller voir une entreprise de poids lourds ou de constructeurs de tramway, mais j'ai décidé de suivre un autre chemin et d'aller voir une start-up qui proposait un système vraiment original. De fait, vous connaissez sûrement ces vélos d'appartement qui freinent grâce à une courroie. Mais est-ce que vous connaissez ces vélos stationnaires qui freinent grâce aux freins à induction? On peut dire que ces freins ont trois avantages. Le premier, c'est qu'ils ne font pas de bruit. Le deuxième, c'est que le freinement se fait proportionnellement à la vitesse. Et le dernier, c'est que le mécanisme ne s'use pas, comme les freins à friction, avec les plaquettes par exemple, les galettes de frein. Donc maintenant, il est temps de vous montrer un court extrait de ma visite à Cicléo, où nous allons pouvoir un peu découvrir comment ce système fonctionne. Maintenant que le contexte est connu, je pense qu'il est vraiment primordial de s'approprier le phénomène physique qui se cache derrière cela. Les courants de Foucault, ce sont des courants induits dans une masse conductrice en mouvement par rapport à un champ magnétique homogène et constant. La notion de variation de vitesse est extrêmement importante ici, car d'après les observations de Faraday, c'est cela qui va créer les courants induits. Il y a deux points importants à prendre en compte. Le premier, c'est que l'énergie cinétique va se dissiper par effet Joule. Pourquoi par effet Joule? Parce qu'en fait, le courant induit va se déplacer au sein d'une masse qui est certes conductrice, mais qui donc possède une résistance, si vous voulez, comme un fil électrique. Et donc, cette résistance et cet échauffement, il est important à prendre en compte. Deuxièmement, la loi de Lenz permet de trouver le sens du courant induit. Pourquoi? Parce qu'elle stipule que le courant créé va s'opposer à ce qu'il a causé. C'est-à-dire que nous aurons un champ magnétique créé par le courant induit qui va s'opposer au champ initial. Cela va créer une force de traînée qui ressemblera fortement à une force de frottement fluide. J'ai une rapide confession à faire. En effet, mon objectif promis dans ce TIPE, c'était de trouver la loi des vitesses. Seulement, voilà, nous avons fait un exercice en TD récemment qui en fait utilisait les mêmes hypothèses que je comptais faire. Donc, mes recherches ont été quelque peu infructueuses. Et donc, vous me direz, c'est un avantage. Je n'aurai qu'à complexifier l'exercice, par exemple en effaçant quelques hypothèses. Et donc, c'est ce que j'ai cherché à faire. Donc, mon but, c'est de trouver en fait la loi des vitesses. Pour cela, on va faire des hypothèses. Premièrement, l'inductance sera nulle. Deuxièmement, la spire sera supposée plane. La spire, c'est quoi? En fait, c'est le courant. Mais sauf que c'est un disque, donc notre courant, il devrait être comme ça. Sauf que moi, je vais le supposer plan. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est supposé comme ça. Voilà. Et, dernière hypothèse, le champ magnétique est constant et homogène, donc sur une certaine épaisseur, qui, tu peux filmer un peu plus près, qui sera donc ici, là. Et ici, le champ est donc constant et homogène, sur une épaisseur que je n'ai pas encore déterminée. Là, on a le disque conducteur, et donc le courant va donc se créer à peu près donc ici, et donc il faut bien sûr prendre en compte la certaine épaisseur. Donc on pourra le voir de haut un peu comme ça, comme ce schéma tente de l'expliquer. Là on voit le champ magnétique, donc le disque, et donc le courant induit qui va se créer. Mon analyse, c'est que la longueur de la spire sera la longueur un peu du champ magnétique. Maintenant, ce que l'on va faire, ce n'est pas très intéressant, vu que c'est exactement l'exercice de TD que nous avons fait il n'y a pas si longtemps que ça. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, donc j'ai calculé les forces de la place, donc mon circuit n'était pas exactement orienté de la même manière, donc c'est pour ça qu'on observe un signement ici, mais finalement, vous verrez que j'obtiens la même loi des vitesses que dans le TD. Donc voilà, je n'ai pas détaillé, vu que c'est exactement ce que nous avons fait en cours. Seule particularité que vous pouvez observer ici, c'est que la résistance, ce n'est pas vraiment un fil ici, vu que là c'est le disque en fait. Donc c'est là que ça m'a posé un problème. En effet, on sait que la résistance de ce disque est égale à
la résistivité du matériau, donc par exemple de l'aluminium, multiplié par l'épaisseur du disque et divisé par donc la surface. Donc voilà, la résistance, c'est vraiment la difficulté que j'ai rencontrée et ce sera le boulot que j'aurai à faire l'année prochaine. Nous obtenons au final la loi des vitesses avec un graphe ici. Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que la longueur du champ magnétique est vraiment influente sur comment va se comporter en fait la vitesse du disque. Donc, pour l'année prochaine, je pense que ce modèle est vraiment à revoir. En principe, ce sera intéressant dans des hypothèses. Par exemple, l'hypothèse que j'ai faite avec le circuit plein, parce que ce n'est pas la réalité. Effectivement, le circuit, le courant en fait est courbé. De plus, il faut vraiment que je réussisse à trouver une relation pour la résistance. Je pense que cela est vraiment accessible au vu des connaissances que j'engendrerai l'année prochaine. Donc l'objectif pour l'année prochaine, ce sera donc bien sûr de faire une expérience afin de valider le modèle. Cette expérience, donc il faudra faire des dimensionnements. J'ai commencé cette année à prendre de l'avance et j'ai pris déjà quelques mesures. Donc quand j'étais à Cotos Médical, j'en ai profité pour faire 2 mesures. Les mesures du disque. La première, c'est donc le diamètre du disque. J'ai trouvé un diamètre de 23 cm. Et la deuxième mesure, c'était l'épaisseur du disque. J'ai trouvé 5 cm. Ensuite, la prochaine mesure qui est vraiment intéressante à faire, et je remercie d'ailleurs Cotos Médical de m'avoir offert ce magnifique électroaimant. La prochaine mesure, ce sera en fait, le champ magnétique produit par cet aimant. Donc là, je suis avec l'application Fifox, et donc là, j'ai mon électroaimant que je vais connecter avec une pile de 4,5 volts. Donc je pose mon téléphone là où l'électroaimant, là où je juge le champ magnétique homogène et constant. J'active Fifox. Vous voyez que sans le courant, la norme en Tesla est d'environ de 340 microtesla. Et je connecte avec le courant. Et là, on obtient donc une valeur de 2500. Un peu là. Maintenant, on a aussi le choix entre prendre un électroaimant ou prendre un aimant permanent. Bien sûr, c'est possible. Et la question est vite répondue. En prenant un aimant permanent, on doit créer un système en fait, qui doit bien sûr amener l'aimant, le retirer, et c'est beaucoup plus compliqué, surtout pour un vélo d'appartement qui n'a pas forcément la place. Et puis pour mon expérience de l'année prochaine, bien sûr, ça rajoute une complexité. Donc maintenant, un dernier choix important, c'est de trouver le matériau adéquat pour notre disque. Il faut que ce soit un matériau conducteur, bien sûr. Nous avons le choix entre l'aluminium ou le cuivre. Mais attention, il y a une propriété importante à prendre en compte, c'est la résistivité. Car en effet, la résistance est proportionnelle à la résistivité. Seulement, un matériau comme le cuivre, avec un haut coefficient de résistivité, coûte cher. Et ce TPE n'étant pas sponsorisé par Red Shadow Legend, nous allons devoir nous contenter de l'aluminium.